Bonjour à tous. Du coup, on se retrouve pour cet deuxième épisode de Parole de gardien. Un nouvel invité aujourd'hui, Monsieur Michael Bouli, entraîneur des gardiens du Paris FC. Comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Mais écoute, moi je suis entraîneur des gardiens après une carrière de footballeur en Ligue 2 et Ligue 1 à l'étranger. Donc j'ai passé mes diplômes d'entraîneur de gardien. Pourquoi? Parce que dès le départ, c'est ce que je voulais faire après ma carrière. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà anticipé très tôt. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me passionne. On en reviendra après sur déjà cet aspect. Penser mes entraînements, sensibilité à ce que je peux vivre. Donc déjà, très jeune, j'avais cette envie-là. Et puis après, très simplement, obtention de mes diplômes d'entraîneur des gardiens à la fédération, donc tous les échelons, puis jusqu'au CEGB Pro que j'ai eu il y a 5 ans maintenant. Donc, et puis là, je suis au Paris FC depuis 8 ans maintenant. Voilà, c'est un petit peu après être passé par Trabzon en Ligue 1 turque, l'équipe nationale d'Algérie, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas trop ça qui est important. L'importance aujourd'hui, c'est de partager et puis pouvoir voir un petit peu la sensibilité du gardien de but, du poste, de l'évolution, etc. Tout ce qui est en rapport avec celui-ci. Après, je suis en préparation, depuis 2 ans, je suis en licence de Ok. psychologie. Voilà. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Pour comprendre déjà l'aspect humain, premièrement, à qui j'avais affaire, et deuxièmement, sur un aspect développement des capacités aujourd'hui du gardien de but par rapport à plein de choses, de rentrer dans la psychologie, les systèmes d'apprentissage, comment on apprend, qu'est-ce qu'on apprend, où on est né, quel est mon ADN, mon historique, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans le sport. Donc tout est lié, donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et puis c'est quelque chose qui aujourd'hui est primordial pour pouvoir répondre aux exigences de l'athlète, non seulement de la tête, mais aussi de l'entraîneur. Pourquoi? Parce que on parle souvent du gardien, mais on oublie un petit peu notre fonction d'entraîneur des gardiens avec la relation aujourd'hui qu'on peut avoir avec le staff et tout ce qui s'y réfère. Voilà, si Mais tu vois, j'ai. pour revenir sur ce que tu dis, moi j'étais là lundi, mardi en recyclage du coup du BMF. Et c'est vrai qu'il y avait différents entraîneurs de gardiens de l'OGC Nice, de l'AS Monaco. Et on a eu cette discussion à propos du poste d'entraîneur des gardiens où, selon les clubs, c'est soit un vrai entraîneur des gardiens, soit plus un entraîneur adjoint en charge des gardiens. Parce que quand même, je trouve que c'est un poste qui prend de plus en plus de place. Après, ça dépend des clubs, des organisations. Mais pour avoir été à Lorient l'année dernière en immersion avec la N2, je sais que l'entraîneur des gardiens s'occupe aussi des coups de pied arrêtés, de pas mal de choses en plus. Donc c'est vrai que c'est quand même le poste de gardien se développe, mais celui d'entraîneur des gardiens, je pense, prend de plus en plus de responsabilités aussi. Alors après, c'est l'évolution du foot qui veut ça. Pourquoi? Parce que quand on prend l'histoire du football, le gardien est arrivé très tard dans les systèmes d'utilisation. Là, il y a beaucoup à dire. Et moi, c'était le sujet de mon mémoire, c'est-à-dire de gardien d'hier à aujourd'hui. Donc, avec toute l'évolution qui a pu se passer, les règles du jeu, euh, la pensée aussi des entraîneurs, dans la capacité à leur donner des options supplémentaires. Donc, c'est quelque chose qui se construit, qui progresse et qui nous donne des options différentes, nous, en tant qu'entraîneurs des gardiens. Et il y a tout un schéma et tout un système qui change donc dans l'apprentissage des choses. Après, d'un point de vue psychologique, il y a énormément de choses qui ont changé. Et puis, est-ce qu'on utilise, parce qu'on utilise toujours le gardien dans le système, alors plus ou moins avec des options, mais déjà à la base, c'est un sport collectif, donc c'est 11 contre 11. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il y a un système collectif qui se met en place, il y a toujours une relation. Alors qu'elle soit forte ou pas forte, ça c'est différent selon la sensibilité des coachs. Aujourd'hui, ce qu'il y a d'intéressant et ce qui est évolutif pour le poste, c'est que les entraîneurs pensent différemment à l'utilisation de leurs gardiens. Donc ça met à contribution de nouvelles perspectives d'entraînement, de nouvelles perspectives de communication, que ce soit gardien, entraîneur des gardiens et gardien
entraîneur principal. Ça soit aussi, c'est les questions où on répondra tout à l'heure sur la complémentarité d'un entraîneur principal et d'un entraîneur des gardiens. Donc il y a tout ça qui se met en route et il y a tout ça qui se met en collaboration, mais il faut, entre guillemets, que ça se fasse, comment dirais-je, sur un système d'apprentissage qui est nouveau et bousculer les, comment dirais-je, les choses qui se sont passées avant, même si pour moi, on est les héritiers du passé et heureusement qu'il y avait les anciens et on en discutera au long de cette interview. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi. Pas juger, mais juste se servir de ce qui s'est passé avant pour pouvoir bonifier les choses et pour pouvoir voilà, répondre aux exigences aujourd'hui de ce poste. Ouais, bien sûr. Ça, c'est important de pouvoir se servir de ce qui s'est passé pour apprendre et permettre à tout le monde d'avancer. Voilà, exactement. Pour moi, la chose la plus importante, c'est apprendre. Apprendre de l'évolution, apprendre de ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a un socle solide, de se servir de ce socle solide qui restera toujours pour moi un socle hyper important, parce que comme la définition l'indique, gardien de but sera toujours la même résonance. Pourquoi? Parce que il gardera toujours un but. Donc sa fonction principale est de garder un but. Et après, il y a des idées qui rentrent en ligne de compte, il y a un système qui peut rentrer en ligne de compte. Après, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans l'évolution à travers, on en parlera, des gardiens d'avant, d'aujourd'hui, etc. Et c'est ça qui est passionnant et moi, c'est ce qui me passionne tout simplement. Ouais, bien sûr. Bon, on reviendra sur ça du coup un peu plus tard. Là, pour revenir plus sur Michael en tant que joueur, qui était ton idole et pourquoi? Alors moi, j'avais plein d'idoles. Pourquoi? Parce que, alors plein. J'avais des idoles avec des caractéristiques bien différentes. C'est-à-dire que moi, j'adorais Fabien Barthez. Pourquoi? Parce que il avait une intelligence de placement déjà sur les centres, on va dire, de côté qui était intéressante. Pourquoi? Parce qu'il, déjà à son époque, il protégeait, on parle de protéger un but, une zone. Euh, il- Moi, je trouve qu'il protégeait déjà un espace et il empêchait l'attaquant de venir, on va dire, dans son territoire. Et le fait de sa présence, annihilé pas mal de situations de but. Ça, c'est quelque chose qui me passionnait chez lui. L'intelligence aussi sur les coups de pied arrêtés, où sur son premier appui, il était vraiment efficace dans sa prise d'information et de décision. Et il avait une capacité aussi à jouer avec son pied, notamment son pied gauche, très long. Donc ça a été un petit peu les caractéristiques moi, que je retenais chez lui. Après, j'ai beaucoup aimé aussi Bernard Lama, qui lui était dans un autre registre avec une capacité de lire les situations, une capacité de bondir et de se servir de son physique tout en analysant la trajectoire avec une utilisation de son corps dans l'espace qui était juste énorme. Donc il y avait déjà deux caractéristiques différentes de ces gardiens qui avaient des qualités différentes. Euh, Pascal Olmeta pour son charisme, pour sa capacité aussi de rentrer dans le jeu, balle au pied, avec le ballon et de pouvoir éliminer un adversaire. Donc ça me plaisait beaucoup. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, on ne parlait pas du jeu au pied du gardien, enfin très peu. Donc ça s'est construit au fil des années, au fil du règlement de la passe entrée. Mais déjà, il y avait déjà une idée de jouer, une idée de risque et une idée de se délocaliser de son but. Ça, c'est quelque chose qui me sensibilisait. Pourquoi? Parce que c'était de l'instinct, c'était des choses qu'on voyait pas, dont on ne parlait pas à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les médias qui parlaient de ça, il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait pas autant de, comment dirais-je, d'émissions et de développement qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi, ils m'ont appris énormément de choses, et notamment aussi, je parle de Valdés qui a été utilisé par Guardiola au niveau des pieds, enfin, avec, euh, avec la capacité de pouvoir jouer avec son équipe. Donc là, c'était les prémices, mais le premier qui a vraiment joué là-dessus, c'était Stanley Menzo, avec l'influence de Johan Cruyff à l'Ajax, qui disait que, notamment, c'est intéressant, c'est sur le livre La pyramide inversée, il y a plein de,
il y a plein d'anecdotes là-dedans où j'ai été chercher pour mon mémoire et qui sont très intéressantes. Et c'est pour ça que je rends hommage au passé, à tous ces gens-là qui, au départ, et dans cette sensibilité-là, l'avaient, mais n'a pas été, on va dire, à cause des vidéos, à cause du retour qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau médiatique, souligné. Donc, c'est des gens déjà à l'époque qui avaient cet instinct, qui avaient cette sensibilité, mais qui n'a pas été souligné tout simplement. Après, il y avait Van der Sar, pied droit, pied gauche, un régal. Et moi, je me suis construit comme ça. Et puis, dans mes sensibilités, ce qui est important, c'est de prendre le meilleur de chaque. Aujourd'hui, les références ont complètement changé pour les gardiens de la nouvelle génération, si on peut dire. Pourquoi? Parce qu'ils s'identifient plus à l'évolution du football dans les stratégies, on va dire, de ressortie, etc. Et dans les ressorties indiquées par l'entraîneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la capacité à faire jouer ou pas le gardien de but. Donc voilà, parfois on est peut-être un peu bridé avec certains, peut-être plus d'options avec d'autres, mais moi ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de les faire réfléchir à tout ça et qu'ils ne soient pas stéréotypés. C'est pour ça qu'en préambule, moi j'ai pas qu'un seul modèle. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à imiter le modèle qu'on aime. Le problème, c'est que ça nous limite à d'autres facteurs. Donc c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est d'utiliser aujourd'hui les points forts et les points faibles des uns et des autres et d'essayer de se l'approprier à ce qu'on est vraiment et à notre sensibilité du football. Pas faire des gardiens robotisés, mais des gardiens qui ont une sensibilité. Ok, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où c'est vrai que maintenant, ils vont s'identifier, bah, c'est, on va dire, les mêmes types de gardiens, et du coup, ça va limiter les choses. Que là, par rapport à ce que tu dis, d'avoir différents modèles avec différentes caractéristiques, ça te permet de prendre un peu de tout le monde et d'avancer et de permettre d'être le plus complet possible et de s'adapter surtout à ce que peut demander un entraîneur. Exactement, ouais. Le fait que le poste ait évolué dans ce sens-là, bah effectivement, ça demande, moi j'appelle ça gardien option ou hybride. Ils ont plus la capacité à pouvoir répondre à ce que demande l'entraîneur. Alors en formation, c'est différent. Pourquoi? Parce que moi je suis pour l'apprentissage de plusieurs systèmes. Pourquoi? Parce que quand un entraîneur professionnel arrive dans un club, ce qu'il veut, c'est ou pas, c'est un gardien option. Le problème de ça, c'est que plus ton gardien aura d'options, plus il sera capable de jouer dans les références de ton entraîneur. Le problème aujourd'hui, c'est que dès le départ, l'entraîneur arrive, il n'a pas beaucoup de temps. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher un gardien ou développer un gardien qui, lui, est dans la structure qu'il recherche. Donc, il y a l'exemple de Sampoli à Marseille, qui est flagrant dans l'utilisation de son ballon. Sur un point de vue vertical, entrer dans le jeu, etc. Donc, c'est la première fois qu'on a vu ça à Marseille, on était surpris de la hauteur du gardien. Mais c'est la même chose. C'est la même chose quand Johan Cruyff est arrivé à Barcelone. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faisait une passe en retrait au gardien, bah même le public catalan à l'époque sifflait, quoi. Moi, toutes ces références-là, je les ai eues dans le livre La pyramide renversée. C'est ça qui est intéressant parce qu'on va au cœur de l'histoire du football et qu'il y a des gens qui ont cherché avant et qui ont déjà développé tout ça. Alors, on n'en parlait pas à l'époque. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas autant de médias et autant d'émissions, etc., sur décortiquer les choses, mais elles avaient le mérite d'exister à l'époque. C'est pour ça que moi, sur mon mémoire, j'ai été chercher toutes ces références-là et j'aime aller à la source des choses, quoi, à la racine. Ok, ben tu vois, ça va nous permettre d'avancer sur la prochaine question. Avant de te poser la question, ça me fait rire, entre guillemets, mais c'est intéressant, c'est que par rapport à ce que tu dis, tu vois que tu as été chercher, donc par rapport à ton mémoire, des choses encore différentes qui peuvent apporter. J'ai échangé la semaine dernière avec l'entraîneur des gardiens de Feyenoord aussi, Jiri Nieminen, qui lui, pareil, m'a dit qu'il a fait une recherche sur 3 ans pour travailler sur le 1 contre 1, donc qui permet d'avancer sur ces choses-là. Et du coup, ça me permet d'entamer la deuxième question, c'est d'après toi, qu'est-ce qu'un bon entraîneur des gardiens? Parce que par rapport à ce que tu dis, c'est plus simplement de juste entraîner le gardien, mais d'avoir des connaissances et de s'enrichir au plus possible sur tout ce qui peut l'entourer. Ben, moi, déjà, la première chose, c'est la complicité que tu peux avoir avec ton gardien, la bienveillance et l'exigence.
Ça, c'est des choses qui sont importantes. Pourquoi? Parce que il doit y avoir une confiance mutuelle. Pourquoi? Parce que chaque gardien est différent. Donc on revient à ce que je disais sur la psychologie de l'individu et après qui engendre sur la psychologie sportive. Ce qui est important, c'est de savoir et de connaître quel est l'ADN de ton gardien, comment il a appris à jouer au foot, quels ont été ses éducateurs et qu'est-ce qui lui parle. Qu'est-ce que le poste du gardien lui génère comme émotion. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que on va apprendre à connaître la personne. Ça, c'est la première des choses. Et quand on connaît la personne, on a des références. C'est une sorte de profilage, si je peux dire ça, de l'individu par rapport à ses caractéristiques. Donc à partir de ce moment-là, on a une sensibilité. Et cette sensibilité-là, elle est de l'accompagner à la performance. Alors qu'est-ce qu'un bon entraîneur des gardiens? C'est difficile à dire, mais pour moi, parce que comme tu l'as dit auparavant, on a tous des sources de recherche, et c'est ça qui est extraordinaire. Et il y a une multitude de travaux qui peuvent être effectués. Moi, ma principale source de recherche, c'est la nature du football, de où elle vient, comment un gardien de but a été intégré dans l'histoire du football, quel rôle psychologique a sur les comportements d'un gardien suivant les idées de jeu de ses entraîneurs. Et le résultat final, c'est quel est mon athlète, quelles sont ses références et quelles sont ses sensibilités. Donc, ça, c'est quelque chose de primordial. Pourquoi? Parce que l'important, c'est de connaître l'individu et la personne que tu entraînes. Ça, pour moi, c'est le plus important. Puis après, comme je t'ai dit, l'accompagner à la performance, l'accompagner à la formation. Les jeunes, c'est différent parce qu'il y a les accompagner et tout ce qui est terrain, hors terrain, l'environnement. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est différent d'un professionnel et d'un jeune. Donc, c'est intéressant et c'est passionnant. Par contre, ça prend beaucoup de temps. Mais le temps, c'est pas grave quand on est passionné, tout simplement. Oui, non, franchement, c'est sûr qu'il y a une vraie différence entre déjà le monde professionnel amateur, même entre un adulte et un jeune, mais c'est ce qui nous aide aussi, nous, à avancer, je pense, qui nous permet de nous développer aussi en tant qu'entraîneur. Pour, Exactement. pour continuer un petit peu, là, on va passer plus sur la partie spécifique. Est-ce que toi, en club, vous utilisez la vidéo, la data? Et si oui, comment vous l'utilisez? Parce que c'est quelque chose qui s'est intégré de plus en plus et assez rapidement, je trouve. Bah, aujourd'hui, pour moi, la vidéo, elle est primordiale. Pourquoi? Parce que on a une interaction directe avec le gardien de but. Et non seulement ça crée des sources de discussion, mais pas seulement avec le gardien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le staff, l'entraîneur principal, il a ses idées de jeu, plus ou moins à option. Et par rapport à ça, on est dans la situation à visualiser les choses avec lui. C'est-à-dire que dès le départ de la saison, on doit comprendre comment il va utiliser les gardiens. Donc ça, c'est une chose qui est primordiale. Euh, et de par les vidéos, on arrive à donner des situations, des repères, pour qu'on puisse, par exemple, sur des ressorties de balles, utiliser des circuits préférentiels. Et là, ce sont les objectifs qui sont aujourd'hui et qui diffèrent de ce qui se passait un peu avant, où on était plus dans notre coin avec nos gardiens, dans, dans, dans un métier qui était beaucoup plus individualiste. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que si on veut faire entrer le gardien dans le système, bah, il y a une collaboration qui est primordiale. Pourquoi? Parce que il faut qu'on parle la même langue. Il faut surtout pouvoir échanger, de créer des interactions. Et la réflexion du gardien, ce qui est important, c'est de tirer la quintessence de son analyse, de sa progression et qu'il soit performant, tout simplement. Donc, il y a vraiment un gros travail de staff, je dirais en première partie. En deuxième partie, le coach qui va expliquer comment il voit le rôle du gardien. Est-ce que le gardien est capable de jouer dans ce rôle-là? Ça, c'est des choses aussi qui sont importantes. Est-ce qu'il a la faculté à pouvoir ressortir des ballons, etc., avoir cette aisance dans des domaines où, que ce soit physique, psychologique, cognitif, on en reparlera, mais la lecture du jeu, est-ce qu'il est à l'aise quand il se délocalise du but? Ça, c'est aussi
une question qui rentre en ligne de compte par rapport à la psychologie. Quels sont ces domaines où il se sent en sécurité? Donc, est-ce qu'il s'entraîne dans les mêmes conditions qu'en match? Est-ce qu'il s'entraîne sur des situations de transition à l'extérieur de son but? Ce qui peut arriver dans certaines tactiques de certains coachs. Donc, on reviendra tout à l'heure là-dessus. C'est plein de choses qui ont changé, qui ont évolué. Donc, c'est beaucoup de choses maintenant à prendre en ligne de compte. Et après, il y a aussi, soit tu as des options, soit tu n'en as pas. Alors, tu n'en as pas, c'est pas le mot, mais tu as toujours des options, mais est-ce qu'elles sont plus ou moins développées? Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'il y a tout l'aspect physique, psychologique qui rentre en ligne de compte, et même la nutrition, des fois. On en reparlera tout à l'heure sur cet aspect. Pas de souci. Mais du coup, tu as parlé du travail cognitif. Ça apporte notre quatrième question où je sais que tu l'utilises. Il y a pas mal, j'ai vu pas mal de vidéos passées, voilà, où tu l'utilises avec ces mannequins avec les têtes de couleur, où je pense que ça doit rappeler des choses à des personnes qui ont vu ça. Pourquoi tu utilises ces méthodes-là et quel est l'intérêt pour toi? Parce que pour moi, il y en a un aussi, mais pour expliquer plus en détail aux gens qui pourraient regarder la vidéo. Bah alors moi, les têtes de couleur, enfin le système que j'ai établi sur les sorties aériennes, c'est quelque chose, c'est une option pour moi. Donc moi, ce qui est plus important pour moi, euh, le cognitif, pour moi, c'est un des paramètres de travail le plus important. Pourquoi? Parce que c'est c'est euh, savoir lire le jeu, savoir être en complémentarité avec ton équipe, savoir quelles sont les forces et les faiblesses de tes coéquipiers et quelles sont les forces et les faiblesses de ton adversaire. La première des choses, c'est vraiment l'aspect visuel, l'aspect prise d'information dans l'environnement, dans les actions de match. C'est ça, moi, qui me passionne. Pourquoi? Parce que après, c'est de l'activation, moi, j'appelle ça. Tout ce qui est lumière, c'est de l'activation. Alors, l'activation à stimuler, on va dire, une partie du cerveau qui nous sert après à pouvoir libérer, on va dire, des chemins pour qu'il y ait un transfert match. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, c'est transférer ce qu'on fait lors d'un match. Et l'aspect cognitif, pour moi, le plus important, c'est de repérer les situations de match. Euh, et tu me posais la question la dernière fois, quand on est dans un milieu amateur, il y a des choses à faire qui sont très simples, sans avoir énormément de matériel, qui sont de repérer des situations de jeu selon si le droitier est à gauche et le gaucher est à droite sur l'équipe adverse, d'analyser la motricité du joueur. Est-ce qu'il rentre intérieur? Est-ce qu'il est à l'extérieur? Est-ce qu'il va centrer? Est-ce qu'il va frapper? Combien d'attaquants ou de défenseurs j'ai dans ma surface au moment du centre? C'est tous ces repères-là qui sont intéressants. Pourquoi? Parce que on est au plus proche du jeu. Et c'est là que c'est intéressant. Après, il y a différentes options pour pouvoir en arriver là. Il y a tous les exercices de neurotracker, etc., qui vont renforcer et fluidifier cet espace, on va dire, relation du cerveau. C'est comme, je ne sais pas si je peux prendre cet exemple-là, mais c'est comme tout simplement la sensibilité à entraîner un muscle, un quadriceps. Donc on va l'activer, mais après on va l'activer de quelle manière? Horizontalement, verticalement, c'est ça. Et moi aujourd'hui, cette activation-là, elle sert de fluidifier entre guillemets le cerveau pour qu'on puisse après avoir des connexions et un transfert terrain. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, le cognitif, c'est le facteur sous-jacent de l'aspect tactique. Pour aujourd'hui, c'est être dans un bon espace, dans le bon temps de l'action. Pour moi, un gardien, il doit savoir lire les référents du jeu et tout ce qui est repère visuel. Et ça se travaille en entraînement. C'est quelque chose qui est très important pour moi et surtout qui est primordial à la lecture du jeu, que ce soit dans une phase de possession, dans une phase de transition et dans une phase de défendre son but. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est primordial. Et après, il y a les coups de pied arrêtés aussi. Donc, ça dépend d'un espace, ça dépend d'un temps. Et ça, c'est primordial pour l'évolution du métier. Pourquoi? Parce que, comme on a parlé en préambule, il y a une interaction qui va se dérouler avec le collectif.
Donc, on n'est plus seul dans les buts, on est en collaboration pour moi, et ça, c'est l'évolution du poste. Toujours pareil, il y a option. Soit l'entraîneur le prend en considération, soit il ne le prend pas en considération. Mais la Ça nouvelle dépend de ce que génération chacun met. d'entraîneurs aujourd'hui le prend réellement en considération. Ouais, parce que c'est des facteurs qui sont déterminants et maintenant qu'on a plus d'approche sur ça, qu'on peut plus analyser ce qui se passe, c'est sûr que ça permet ça va peut-être pas de gagner des matchs, mais d'éviter d'avoir plus de points faibles aussi, Et ce collectivement. qui est important aussi, c'est quand on parle de cognitif, quand on parle de lecture d'action, c'est aussi de se référer toujours à l'entraîneur principal. Pourquoi? Parce que lui, il a des circuits préférentiels de ressortie. Donc, on doit se nourrir de ça, de les utiliser, de les travailler. Et on a aussi des lectures, parce qu'on parle souvent du jeu au pied du gardien, mais on ne parle jamais de l'aspect transition et défensif du gardien, en collaboration avec son bloc. Ça, on n'en parle jamais. Est-ce qu'un gardien est intelligent tactiquement sur un transfert et sur un retour, on va dire, de position, de par où il est utilisé par son coach, que ce soit excentré droit, excentré gauche, ça arrive. Modèle Sampoli, De Zerbi, Ederson à Manchester City. Donc la référence des gardiens, c'est plus du tout la même. Dans quel secteur ils évoluent et sur la transition, où ils sont positionnés sur le terrain. Donc là-dedans, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le système visuel, il y a le système de replacement, système physique, parce que c'est un effort qui est violent. Est-ce qu'on, dans un système avec Sampoli, est-ce que les défenseurs deviennent des gardiens de but sans les mains, etc., etc. Donc c'est ça qui est tellement intéressant à travailler, et surtout dans la cohésion et dans la corporation avec le staff technique. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément changé, mais notamment sur l'évolution aussi des entraînements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien de temps on passe à entraîner les gardiens de but on va dire, en tête à tête ou avec le coach. Est-ce que ça, on va avoir l'occasion de pouvoir en parler par la suite. Ouais. Bah, franchement, merci, parce que c'est vraiment intéressant, tous ces échanges. Pour revenir peut-être, pareil, ça dépend, je pense, plus de toi que d'une généralité. Pour la gestion de ta hiérarchie, pour toi, pour réussir à garder tes gardiens concernés, comment tu fais? Est-ce que c'est toi qui gères seul? Est-ce que c'est en lien avec le coach? Ou, je sais pas, il y a une méthode particulière, mais comment ça se passe pour toi? Bah, la hiérarchie, elle est établie dès le départ. C'est-à-dire que pour moi, ce poste est tellement compliqué que la personne qui joue doit avoir une confiance déjà du coach. Et après, c'est dès que la saison est partie, euh, il y a les résultats. Pourquoi? Parce que c'est pas pareil chez les jeunes, je trouve, que il y a la notion de compétition qui rentre en ligne de compte, donc une notion de performance. Après, le fait de partir en confiance, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que c'est un poste à responsabilité, il faut avoir une certaine confiance. Bien effectivement, des fois, il y a des changements en cours de saison, mais il arrive assez tardivement. Après, euh, ce qui est important, c'est de laisser la place à l'erreur aussi. Pourquoi? Parce que l'erreur, c'est un système d'apprentissage. On a tendance toujours à sanctionner l'erreur, comme à l'école. Donc, l'erreur, elle est sanctionnable. Aujourd'hui, chez les jeunes, pour moi, c'est quelque chose d'important de sensibiliser à l'erreur, mais que ce ne soit pas rédhibitoire. C'est-à-dire que l'erreur fait partie de la formation. Et pour moi, la formation d'un jeune, c'est plus sur la capacité à pouvoir digérer ses erreurs, de lui dire que ça fait partie de son apprentissage et que bien évidemment, moins on fait d'erreurs, plus on a de chances de pouvoir jouer au niveau. Pourquoi? C'est la régularité qui va faire qu'à un moment donné, on va être performant. Mais sur les jeunes, c'est l'évaluation, c'est le développement de ces jeunes, c'est important. Et puis la sensibilité à la tactique, etc., qui pour moi est primordiale. Après, ils ont tous des objectifs par son personnels. Alors, il faut créer une alliance pour réaliser et atteindre leurs objectifs. Et dès le départ, il faut établir un état des lieux.
Donc l'état des lieux d'un jeune, est-ce qu'il va plus vite que l'autre, etc. L'avantage, c'est pas de savoir si aujourd'hui il va être performant peut-être sur un ou deux matchs, mais c'est la projection qu'on en a pour le haut niveau. Il y a des jeunes qui mettent plus de temps que d'autres, il y a des gardiens qui comprennent les choses moins vite que d'autres, donc il ne faut pas les sanctionner, il faut essayer de comprendre pourquoi, ça c'est primordial. Et puis après, plus on monte, et puis plus les taux se resserrent, et plus la capacité, on va dire, à comprendre les choses est primordiale. Bah ouais, pour Il revenir faut sur ce que vraiment tu faire dis, un état des lieux de la situation, tout simplement. Et après, il y a une hiérarchie, bien évidemment, qui est établie. Et à partir de ce moment-là, après, ils savent que, enfin, avec moi, ils sont tous considérés les uns comme les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de tout le monde, que ce soit en championnat ou en coupe. L'émulation de tous ces comportements fait qu'à un moment donné, ça rend meilleur le gardien numéro un. Et puis après, il y a plein de caractéristiques qui font que tu joues pas chez nous, tu peux être transféré, etc., etc. Mais il y a vraiment un apprentissage de la performance qui est individuel, mais dans un collectif. Ça, c'est important. Et puis, moi, je passe du temps énormément avec tous mes gardiens. Pourquoi? Parce qu'on a des objectifs en commun, personnels, qui font qu'à un moment donné, si ça ne marche pas ici, je te souhaite que ça marche ailleurs, tout simplement. Mais au moins, on a fait un chemin. L'avantage, c'est d'essayer de comprendre et puis de les faire progresser, tout simplement. ouais, bah, pour revenir sur ça, je pense que c'est plus le cas peut-être nous dans le monde amateur que vous dans les clubs professionnels où il y a un besoin de performance. Mais c'est, par exemple, je prends mon exemple où moi, là, sur les 14-15 ans, j'ai 5 gardiens. Bah, ils n'auront pas tous la même progression, mais de pouvoir les emmener chacun à leur plus haut potentiel pour leur permettre de progresser. Et après, voilà, chacun progresse à sa façon, à sa vitesse. Et l'objectif, c'est que chacun arrive à aller le plus haut possible et qu'il arrive à atteindre ses objectifs personnels, comme tu dis, en atteignant les objectifs collectifs avec le reste. C'est L'important, important. je reviens toujours à la même chose, hein, c'est la connaissance de ces gardiens, hein. C'est leur histoire, leur ADN sportif, même leur ADN tout simple, la façon où ils sont nés, enfin, l'endroit où ils sont nés, l'éducation sportive au football, notamment au poste du gardien ou pas. Est-ce qu'ils sont tactiques, ils sont plus physiques, comment ils voient le poste. Et tout cela va dépendre de ce qu'ils ont appris, des entraîneurs qu'ils ont rencontrés dans leur carrière, tout simplement. Et l'idée aujourd'hui, c'est voilà, de repérer, de diagnostiquer ça pour que tout le monde y trouve son compte. Et c'est quelque chose d'enrichissant pour tout le monde. Pourquoi? Parce que on ne s'occupe pas d'un groupe de gardiens, mais des individualités dans un groupe, quoi, tout simplement. C'est un peu le même système que l'entraîneur quand il constitue son équipe. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Là, je pense que sur ça, on a parlé assez de ces choses-là. Pour revenir sur un autre point qui fait débat, je pense, est-ce que pour Mhm. toi, la taille est quelque chose d'important chez le gardien de but? Alors, on va parler du très très haut niveau. Pour le très très haut niveau, il y a pas mal d'études qui ont été faites, et pas simplement que dans le football, mais dans le hockey sur glace, dans le handball. Aujourd'hui, les gardiens de très haut niveau sont très grands. Pourquoi? Euh, pour moi, la première chose, c'est la visibilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, selon les équipes que tu rencontres, ou selon les stratégies, on va dire, sur coup de pied arrêté, que ce soit corner ou coup franc, il y a des stratégies qui sont mises en place par l'adversaire. Et la visibilité d'un gardien, c'est ce qui est le plus important. Pourquoi? Parce que la visibilité, c'est la lecture, c'est la prise d'information. Bien évidemment, pour moi, jouer au très haut niveau, ça demande une taille pour voir. Et la deuxième des choses, c'est l'envergure. Plus on est grand, plus on a d'envergure. Là, on parle vraiment de l'élite, hein, c'est-à-dire que c'est des grands qui Ouais. vont vite, qui lisent vite, etc., etc. Donc, il y aura toujours dans l'élite le meilleur. Pourquoi? Parce que c'est l'élite, tout simplement. Et que c'est important de pouvoir matérialiser ça, mais pas simplement comment dirais-je, que dans le football.
Aujourd'hui, les grands gabarits, il y en a de plus en plus. Les enfants sont de plus en plus grands. C'est un phénomène de société. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a pas mal de choses qui changent. Moi, la première chose, c'est la visibilité. Après, c'est sûr que si tu as un basketteur qui est lent et qui n'a pas l'utilisation de ses mains ni de son envergure, je vois pas trop l'intérêt. Oui. Il y a un gardien qui s'en sort très bien, qui s'appelle Yann Sommer, qui a une capacité à repérer et aller vite dans ses prises d'informations. Ben, moi, je crois beaucoup en ça. C'est-à-dire que on peut faire 1m80 et être professionnel. Pour moi, c'est pas un problème. Après, plus on avance dans l'élite, bien évidemment, plus on est grand, plus c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit, parce que le rapport de force aussi sur une présence, sur les coups de pied arrêtés, elle est importante. Parce il y a un rapport visuel. Donc, à partir du moment où il y a un rapport visuel, le tireur, dans sa conception de tirer le coup de pied arrêté, c'est plus la même. Donc, il y a une incidence, on va dire, psychologique qui rentre en ligne de compte par rapport au physique. Mais après, comme je dis, il y a toujours des exceptions à la règle, et heureusement. Après, moi, je mets un bémol sur la grandeur aussi. La grandeur dans l'utilisation du ballon. Un très grand, même si là on parle vraiment d'élite, a un peu plus de mal que quelqu'un qui est un peu plus petit dans son aisance technique. Et on le voit souvent. Alors, il y a vraiment des exceptions, mais ces exceptions-là, ils jouent au très très haut niveau. Donc c'est pour ça que pour moi, la taille au très haut niveau, elle est très très importante, mais dans les championnats ou etc., pour devenir professionnel, elle n'est pas rédhibitoire, tout simplement. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne des comptes, mais la taille, c'est un sujet qui revient tout le temps. Dans le très très haut niveau, je reste persuadé qu'il faut de la taille. Pourquoi? Parce que c'est l'élite, et dans l'élite, il y a vraiment la capacité à avoir quelqu'un qui est complet, tout simplement. Après, très grand, ce n'est que mon avis, mais d'un point de vue d'utilisation ballon, il y a un peu de complexité pardon, dans l'utilisation du ballon. Ça reste que mon avis. C'est des choses qu'on voit, par exemple, avec le PSG, avec Donnarumma, où il y a des choses, bon, il n'y a pas que lui, mais oui, c'est un gardien qui est fort sur sa ligne, très grand, mais qui peut être en difficulté sur ses phases de jeu plus offensives, on va dire, où il y a le ballon, quoi. Comme on a Alors pu voir en Ligue après, des Champions contre la Sociedad, il n'a pas pris spécialement de risques aussi, où chaque ballon. Après, il y a aussi la confiance, il y a plein de choses qui rentrent en compte. mais après, il y a aussi le système autour de lui qui est primordial. Pourquoi? Parce que quand vous jouez dans les très grands clubs, il y a de très bons joueurs à côté de vous. Donc la capacité de pouvoir ressortir le ballon, la capacité à prendre des risques, la confiance de l'entraîneur aussi à pouvoir développer un jeu comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend vraiment toujours les cas extrêmes du très haut niveau. Donc, je vais donner, enfin, on peut donner l'exemple d'Ederson. Ederson a une capacité à jouer au football qui est hyper intéressante et c'est pour ça qu'il a été recruté. Et ce qu'il fait 2 mètres, il ne fait pas 2 mètres, Ederson. Donc, Ederson a une taille assez conséquente, mais il ne fait pas 2 mètres. C'est pour ça que la taille, elle est importante, mais sur quelle phase on l'utilise? Sur une phase défensive, sur une phase offensive, sur une ressortie de balle? Moi, si tu me demandes mon avis, sur une ressortie de balle, un très grand, vraiment qui soit dans l'élite, oui, il peut ressortir le ballon, il n'y a pas de souci. Mais après, moi, la motricité d'un très grand, elle est plus faite pour défendre des situations de match d'un point de vue défensif. Ça ne reste que mon avis. Et l'histoire d'Ederson, elle est simple, c'est qu'on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire système d'apprentissage. Comment il a appris à jouer au foot? Son idole. Alors, on parlait des idoles. Son idole, c'était Seni. Seni, qui est un gardien qui a développé une capacité à tirer les coups francs, etc., avec une idée de jeu qui était différente des autres gardiens. Mais nous, on avait le même, entre guillemets, à l'époque, qui était Pascal Olmeta. Aujourd'hui, moi, je me demande si Pascal Olmeta, aujourd'hui, on ne le saura jamais, aurait eu la capacité de ressortir dans un schéma tactique à la Guardiola. Bah, pourquoi pas? Parce qu'il était tellement à l'aise avec ses pieds, euh, bon, d'un point de vue, on va dire, individualisme, mais aujourd'hui, s'il met l'individuel au service du collectif, est-ce que ça n'aurait pas été intéressant? Donc c'est pour ça, il y a plein de choses qui se disent, qui se créent, etc.
Mais pour moi, c'est l'apprentissage de comment tu as été formé, dans quelle partie du monde tu as appris à jouer au football. Et ce qui est important, c'est Ederson, il a développé son jeu au Brésil qui est une terre de football. Et pour avoir discuté longuement avec Rai sur ce cas, eh ben, on apprend plein de choses sur le développement des gardiens au Brésil, sur la capacité à pouvoir jouer après l'école, etc., etc. Et donc, je vais faire juste un parallèle. Moi, on me parle souvent du gardien volant à l'école, à l'époque, qui permettait de jouer, etc., ou le dernier défenseur qui a le droit de mettre ses mains. Donc moi, je dis oui, il n'y a pas de problème. Donc, dans ces utilisations-là, il y avait des référents qui étaient différents. Mais moi, j'ai aussi connu dans les cours d'école, même si maintenant on n'y joue plus beaucoup, pour avoir fait mon mémoire et avoir été observé pas mal de cours d'école, que ce soit chez les plus petits jusqu'aux plus grands. On joue maintenant que très rarement au foot. Mais il y avait déjà à l'époque des gardiens de but qui protégeaient, on va dire, une porte de garage, comme on a tous fait, soit à l'école, soit avec les copains dans la rue. Et donc là, on a déjà deux situations et deux apprentissages de gardiens qui sont complètement différents. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, il y a plein de choses à dire, et il y a plein de choses à développer. Donc on revient toujours à qu'est-ce qu'on a appris, quels ont été nos référents de gardiens, quels ont été nos référents, on va dire, familiaux par rapport à comment mon père voyait le poste du gardien. Est-ce qu'il aimait ça? Est-ce que lui avait imité quelqu'un ou avait une préférence? Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et à partir du moment où on essaye de comprendre, je dis bien on essaye parce qu'on ne va pas tout comprendre, mais quand on part de la racine, on comprend mieux les choses. Et c'est ça qui, moi, me passionne. Et c'est ça qui m'aide au quotidien à pouvoir construire plein de choses et à essayer d'être logique dans ce que je fais. Ok, ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à, on va dire, le vécu et le passé de chacun qui fait ce qui va être plus tard aussi. C'est intéressant parce que c'est le cas, que ce soit dans le monde du foot ou dans la vie en général, hein. Selon comment la façon dont on a grandi, l'éducation, bah, chacun va être différent et c'est ce qui fait aussi ce qui permet à tout le monde d'avancer, je pense. Bah après, là, ce qui est important aussi pour moi, c'est aujourd'hui, si tu es un entraîneur principal à option pour ton gardien, t'es, euh, tu dois avoir une connaissance tactique du foot. Donc en relation avec lui, avec ce qu'il pense, avec les systèmes qu'il met en place. Tout système a un espace visuel à développer par rapport à une coordination, une coopération avec le jeu. Donc c'est tout ça qui est intéressant. Et puis à partir de ce moment-là, c'est comme un chef d'orchestre, hein. À partir du moment où il donne la partition, il va falloir que tout le monde y trouve son compte dans l'enchaînement de, de, de la répartition de la musique, tout simplement. Ou alors, Ouais, quand quelqu'un fait une fausse note, il faut bien que l'autre lui rattrape, etc. Donc, c'est un petit peu un parallèle qu'on peut faire avec tout ça. Donc, aujourd'hui, pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'idée de l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il veut? Et Dieu seul, et mon Dieu, il y a plein d'entraîneurs avec qui j'ai travaillé qui ont des idées différentes. Donc, c'est pour ça que le poste évolue énormément. Notre poste en tant qu'entraîneur des gardiens de but évolue énormément. Donc, on est bien obligé, par passion, parce que ce n'est pas une obligation, de se développer à travers toutes les stratégies pour qu'on puisse discuter de ça et puis faire jouer en concordance et en harmonie toutes ces personnes et puis surtout parler le même langage que le coach. ouais, c'est ça. C'est aussi de savoir s'adapter à chaque entraîneur pour pouvoir aider l'équipe à développer son projet de jeu collectif. Exactement. Pour revenir un peu plus sur vous, la façon dont vous travaillez en club, est-ce que toi, en tant qu'entraîneur du groupe, enfin, des gardiens du groupe professionnel, tu as un lien avec ce qui se passe en dessous chez les plus jeunes ou vraiment ils ont une façon de travailler, vous aussi, il n'y a pas spécialement de lien? Est-ce qu'il y a un suivi des joueurs, une méthode commune? Alors nous, on a une méthode commune. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est primordial. Primordial de la préfo, d'école de foot, la formation et les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est une évidence. Une évidence. Alors que ce soit féminin ou masculin, c'est exactement pareil. Nous, on a un club qui est très corporatif. On partage les installations avec les féminines et on est en étroite collaboration avec elles. C'est quelque chose qui est primordial. Pourquoi? Parce que c'est une méthodologie, une pédagogie, un lien qu'on doit avoir. Euh,
aujourd'hui, on doit avoir un chemin commun pour l'ensemble des gardiennes et des gardiens. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'utilisation de la tactique dans le jeu va nous donner des référents visuels, physiques, etc. Ce qui est important, c'est qu'on parle tous le même langage et qu'on ait tous des sensibilités, mais qu'on les mette dans un cadre. Pour moi, la chose la plus importante, c'est la vision du jeu, la sensibilité du jeu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, plus je pense, alors je suis pas devin, je lis pas je lis pas l'avenir, mais les options d'entraîneur sont beaucoup plus conséquentes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent beaucoup plus le gardien de but. Et ça, c'est l'histoire du foot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entraîneurs vont chercher des options supplémentaires à la performance. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être encore plus performants. Donc, il y a le système vidéo, il y a la diététique, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et ce qui est important, c'est définir une méthodologie qui fait que nos gardiens deviennent des gardiens ou des gardiennes hybrides. C'est-à-dire qu'ils ont des options supplémentaires à pouvoir jouer dans le système où l'entraîneur va arriver dans un club. Et non pas aller chercher un gardien de but supplémentaire. Ça nous permet aussi de pouvoir, on va dire, vendre des gardiens dans des très grands clubs. Pourquoi? Parce que le fait d'ouvrir les options tactiques vont permettre d'avoir des profils à utiliser dans n'importe quel club. C'est-à-dire que demain, si on veut vendre un gardien de but à Manchester City, il doit être dans la capacité de pouvoir jouer et de ressortir les ballons comme le fait Ederson. Donc ça veut dire qu'il y a tout un système, une méthodologie d'apprentissage qui est faite dès le plus jeune âge pour pouvoir être en adéquation avec ce qu'on recherche réellement. Il y a vraiment une politique sportive de gardien qui est très intéressante et surtout que je cherche vraiment à développer au sein du club. Ça, pour moi, c'est quelque chose de passionnant. Et je travaille avec des gens qui sont passionnants, de super entraîneurs de gardiens qui sont toujours à l'écoute avec des propositions et avec la capacité, et gardiennes, évidemment, qui sont dans la capacité à pouvoir développer. Et les entraîneurs aussi de catégorie qui sont dans la sensibilité de la progressivité de ces gardiens-là. Pourquoi? Parce qu'il faut accepter les erreurs, il faut accepter de prendre des risques pour qu'à la fin, on puisse les retrouver au plus haut niveau. Donc, il faut que l'erreur soit quelque chose d'apprendre les choses et que ce soit pas une sanction. Alors, c'est difficile parce que on est quand même soumis aux résultats. Et donc, parfois, c'est un peu compliqué en discussion, mais à partir du moment où cette méthodologie est mise en place, on sait à quoi on se tient et on sait où on va tout simplement. Donc il y a vraiment une ligne directrice là-dessus. Et moi, à l'époque où j'ai signé, c'était la première chose que j'avais demandé, c'est de pouvoir faire un projet sur l'ensemble du club. D'accord. Donc, du coup, par rapport à ce que tu dis, toi, tu essayes aussi peut-être pas d'intervenir, mais d'être présent sur les séances, sur ce qui se passe chez les plus jeunes pour voir si, on va dire, il y a une corrélation avec ce que tu as demandé. Et du coup, c'est toi qui gères un peu tout ce qui se passe chez les gardiens. Alors, en collaboration avec, aujourd'hui, il y a Vincent de Marconnet qui fait une reconversion au club. Donc, il y a des choses qui sont établies grâce au directeur sportif qui a mis une pédagogie de développement. Après, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est grâce aussi au coach principal qui, lui, a une idée du développement du gardien de but avec des objectifs qui sont à option. Nous, il faut savoir que il y a un gardien différent par semaine qui vient avec nous. C'est-à-dire que le lundi, il y a un gardien différent, U17. Après, le mercredi, il y a un gardien différent. Et le jeudi, il y a un gardien différent. Ça veut dire que moi, je connais tous les gardiens du club. Les jeunes du centre de formation montent au moins une fois par semaine avec nous. Après, il y a les matchs qui sont visualisés. Il y a un gros travail qui est fait en collaboration, je dis bien en collaboration, avec tout le monde. Et l'idée de venir avec nous, ça nous permet de leur donner des options supplémentaires au jeu, de s'habituer aussi à la vitesse du jeu et de voir un petit peu l'expérience des gens qui sont déjà avec nous, des gardiens qui sont déjà avec nous. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est primordial. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont un contact avec le professionnalisme.
Ils viennent en stage avec nous et ils font des bouts de matchs amicaux. Même à 17 ans, nous, on avait fait jouer un gardien à l'époque qui avait 15 ans et une mi-temps en match amical en Ligue 2 et ce gardien-là était parti après à Chelsea. Donc, ce qui est important, c'est de développer tous ces jeunes et qu'ils aient une, euh, une sensibilité et surtout un espace ouvert pour pouvoir former ces gardiens et les faire jouer en équipe professionnelle. Donc aujourd'hui, on a de la chance d'avoir un gardien de but qui a été formé au Paris FC, qui joue en équipe professionnelle, qui vient d'avoir 21 ans. Voilà, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est très, très important. Pourquoi? Parce que le bassin parisien aussi est un vivier extraordinaire de jeunes talents. Donc c'est quelque chose aujourd'hui, depuis le départ et depuis que je suis arrivé, qui me tient à cœur de former ces gardiens-là qui puissent un jour venir jouer avec nous. Donc ça, c'est vraiment un travail pour moi, et c'est quelque chose qui me parle, qui m'anime, et j'adore ça. Ok, donc ce qui est intéressant ouais, dans ce que tu dis, c'est que vous formez pas juste pour former, comme il y a des clubs qui forment, mais on voit qu'il n'y a pas spécialement de conversion, on va dire, après dans le monde pro. Vous, c'est vraiment cet objectif de les accompagner pour qu'ils puissent un jour être le gardien qui jouera en professionnel au Paris FC. C'est ça l'objectif. Alors bien sûr, c'est un poste différent parce qu'il n'y en a qu'un qui va jouer, mais l'intérêt est là. Ouais, l'intérêt est là, et puis l'intérêt, c'est de les accompagner. Alors, ça réussira pas. On souhaite tous que ça réussisse, mais voilà. L'avantage, c'est qu'ils ont une chance. C'est-à-dire que ils sont vus toutes les semaines. Ils ont la possibilité de pouvoir se montrer, peu importe l'âge qu'ils ont. Moi, c'est ce que je leur dis. À partir du moment où ils sont performants, où ils sont dans l'évolution et dans le travail, à un moment donné, la porte s'ouvre, et on en a eu la belle surprise avec notre gardien qui joue aujourd'hui en Ligue 2. Donc ça montre aussi aux jeunes que la place est accessible et qu'avec du travail et de l'abnégation, on arrive à développer et puis à pouvoir jouer un jour chez nous en Ligue 2. Ouais, non, mais le message envoyé, du coup, est bien, il est important. Ça leur permet aussi de garder ce rêve à pouvoir réussir dans le club où ils ont été formés. Et ça, c'est intéressant pour les jeunes. Mais Ça permet de les garder constamment. tout ça est possible simplement avec une politique sportive qui démarre du haut, avec notre président, notre directeur sportif, le coach de l'équipe principale qui, lui, est sensible à ça. Pourquoi? Parce que si à un moment donné les vannes sont coupées et que l'entraîneur principal n'autorise pas, voilà, il y a, il y a une section qui est coupée tout simplement. Alors moi, la chance que j'ai eue depuis que je suis ici, c'est que je suis toujours tombé sur des entraîneurs en exposant les arguments qui étaient d'accord pour pouvoir incorporer ces jeunes-là. Donc c'est génial. Ouais, c'est Mais sûr que ça demande de la ça aide. discussion, ça demande plein de choses. Ça demande pourquoi, enfin, les entraîneurs voilà, sont sensibles, mais il faut avoir des arguments. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Pour revenir un peu plus sur l'entraînement spécifique, quelle est ton approche à toi, on va dire, de l'entraînement spécifique? Comment tu conçois une séance? Est-ce que c'est plus par rapport à ce qui va se passer collectivement ou c'est par rapport à ce que toi, tu veux mettre en place? Comment ça se passe pour toi? Alors moi, déjà, premièrement, c'est une discussion que j'ai avec le coach euh, par rapport à ce qu'il fait lui, ses sensibilités, alors notamment les ressorties. Pour moi, ma principale préoccupation, c'est le cognitif. Pourquoi? Parce que cognitif, mais dans le jeu. Euh, la sensibilité de repérer des actions, la sensibilité de repérer des situations. Ce qui est très important pour moi, c'est de leur offrir une bibliothèque d'actions qui reviennent le plus souvent possible lors des matchs et de leur donner des références. Donc ça, c'est important pour moi. Et notamment dans les différents compartiments de jeu, c'est-à-dire que ce soit en possession, en transfert à la perte, et puis à la défense, soit d'un espace, soit d'un but. Aujourd'hui, nous, on a un coach qui utilise énormément les ressorties, donc il y a une codification à avoir et il y a un système visuel et de sensibilité à avoir. Physique aussi, pourquoi? Parce que ça demande énormément d'énergie. Nos gardiens font 1 à 2 kilomètres de plus qu'un gardien, on va dire, qui reste central. Et ça demande aussi une capacité physique qui est augmentée. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail qui est fait avec le préparateur physique en adéquation avec les systèmes de jeu.
Il y a un travail qui est fait aussi avec le responsable des défenseurs, Alexis Baudet, qui est chez nous et qui a un travail extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une complémentarité et un développement de nos gardiens avec la sensibilité des défenseurs. Donc, il y a un rôle, il y a une gestion d'un espace, gestion d'un endroit où le gardien peut aller, où le défenseur doit aller. Donc, il y a vraiment une complémentarité là-dessus. Donc, ça, c'est travaillé au préalable toutes les semaines, au même titre que la relation avec les milieux et les attaquants. C'est-à-dire que sur une situation de transition offensive, mon gardien doit prendre l'information rapidement sur une prise d'information lointaine pour savoir s'il est possible de jouer en contre-attaque avec le joueur qui est responsable de la contre-attaque. Donc il y a tous des concepts d'entraînement et de situations qui sont établis. Et à partir de ce moment-là, cette bibliothèque d'informations doit être applicable le jour du match. Donc ça, c'est tout ce qui est visuel, prise d'information et utilise geste dans le bon moment au bon endroit. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui me passionne. Pourquoi? Parce qu'il y a de la cohérence dans ce qu'on fait et surtout, il y a une application à ce que veut réellement le coach. Donc ça peut être d'un transfert défensif comme un transfert offensif. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis après, la position tactique par rapport à l'action, les références de l'action, l'analyse de l'adversaire. Quelles sont les analyses des circuits préférentiels de l'adversaire? Donc là, on va parler des data, etc., etc., qui est une aide aujourd'hui incontestable dans le foot. Mais il reste aussi la sensibilité propre de son gardien de but. Donc, il y a tous ces systèmes de bibliothèque d'options qui sont liés au jeu, qui sont travaillés. Et après, il y a la sensibilité de ton gardien sur des actions où il n'y a rien qui est préparé avec l'instinct, etc. Mais pour moi, l'instinct, c'est la créativité qui s'amuse. Donc, à partir du moment où tu as une bibliothèque d'actions qui sont répertoriées dans ton cerveau, ça va beaucoup plus vite. Donc, sur tes options. C'est sûr que si tu te conditionnes à quelque chose qui est rudimentaire, bah, pour trouver les options de jeu, ça va être un peu plus compliqué. Voilà comment moi je vois les choses. Après, mes semaines sont différentes. Pourquoi? Parce que bah, déjà, ça dépend de ce que je travaille avec les uns et les autres. Donc, il y a aussi j'appelle ça les tête-à-tête, moi, pour travailler tout ce qui est peut-être circuit fermé, etc. Et après, il y a aussi le temps qu'on peut passer aussi en collectif, qui a vraiment changé depuis pas mal d'années maintenant. Et la sensibilité de pouvoir travailler en collaboration. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui a bien commencé, parce que moi, je l'avais déjà connu en équipe nationale avec Christian Gourcuff. Mais la génération d'entraîneurs qui arrive là est vraiment très intéressante dans le développement, dans notre développement en tant qu'entraîneur des gardiens, sur la pensée qu'on peut avoir sur le jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant et moi, ça me permet de pouvoir me former et puis me donner, comme les gardiens, des options dans mes bibliothèques cérébrales, on va dire, à options. Et pour revenir là, du coup, sur ce que tu disais, que voilà, vous travaillez en collaboration avec l'entraîneur plus sur les défenseurs, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui arrive et va arriver, je pense, de plus en plus, comme un peu dans le football américain, où il va y avoir des entraîneurs pour chaque poste, on va dire. Et c'est intéressant, donc, du coup, de travailler ce que vous faites pour la phase défensive. Tu travailles peut-être aussi en collaboration avec s'il y a un entraîneur spécialisé pour les attaquants, pour ce qui va être le Exactement. travail des attaquants. Donc, c'est intéressant, ouais. Bah, disons que les collaborations sont simples. Sur les spécifiques défensifs, il y a une collaboration. Sur les spécifiques offensifs, il y a une collaboration. Sur les systèmes de match, par rapport aussi à l'étude du gardien adverse, parce que moi, j'étudie le gardien adverse. Donc, ça me permet d'ouvrir mes options aussi de profilage gardien adverse. Donc, ça me donne des références supplémentaires qui m'aident aussi à comprendre les choses. Donc, il y a vraiment une complémentarité aujourd'hui dans notre club qui est assez intéressante et qui me fait progresser moi aussi en tant qu'entraîneur des gardiens. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Là, on est vraiment dans une corporation. On peut vraiment parler de corporation et le gardien est non seulement est introduit et important pour le jeu, mais on parle souvent du gardien ce que je disais tout à l'heure, dans le jeu de possession.
Mais à la transition, à la perte, on n'en parle jamais. Quelle est l'intelligence tactique de ton gardien à la perte du ballon? Est-ce qu'il est capable tout de suite d'aller gérer ce mauvais contrôle de l'attaquant pour gérer cet espace avant? Ou est-ce qu'il ne peut pas gérer cet espace avant, il doit reculer très rapidement dans son but pour gérer l'espace arrière ou gérer l'espace à droite ou à gauche? Est-ce que ton équipe a la complémentarité de pouvoir prendre l'information que ton gardien ne peut plus défendre, donc c'est tes défenseurs qui vont devenir gardiens sans les mains? Donc il y a tout un cheminement qui fait que on doit le travailler au préalable et que chacun sache ce qu'il doit faire au moment où ça arrive. Et on a toujours tendance à parler de la possession de balle. Est-ce que ton gardien est dans les bonnes transmissions? Est-ce qu'il trouve les angles de passe, etc. Ça, c'est très intéressant. Mais à la perte, qu'est-ce qu'il fait? Et où on perd le ballon? Est-ce qu'on le perd haut? Est-ce qu'on le perd bas? Est-ce qu'on le perd très bas? Au milieu? Ça, c'est des questions qui sont vraiment super intéressantes et qui me passionnent. Et donc, ça demande un aménagement de spécifiques différent. Pourquoi? Parce que tu vas aller travailler tes spécifiques différemment, que ce soit à l'extérieur de la surface, à la perte, que ce soit sur une faute directe, que ce soit une gestion, par exemple à Paul Lopez quand il joue l'eau, quand il perd le ballon, à quelle vitesse il doit reculer? Est-ce que le joueur est cadré au moment et sous pression au moment où il va tirer ou pas? Est-ce qu'il a le temps de reculer? Toutes ces prises d'information et de vision, cette stabilité visuelle n'est pas la même quand on avance que quand on recule. On fait souvent travailler les gardiens en avançant, mais en match, ils reculent plus souvent qu'ils avancent. Donc, il y a une notion de stabilité visuelle aussi. Quand tu recules, tu n'as pas la même stabilité visuelle. Est-ce que tu recules et tu dois réavancer pour rattaquer l'espace? C'est toutes ces questions-là qui sont très importantes et qui mettent en considération et en lumière tous les métiers de préparation physique, de sensibilité, tout reste une situation visible et de prise d'information. Donc, comme diraient certains chercheurs, on voit avec notre cerveau, mais on ne voit pas avec nos yeux. Donc, le problème, c'est qu'il faut que les connexions se fassent rapidement dans le cerveau et surtout qu'il y ait un lien avec ce qu'on travaille en adéquation avec ce que veut le coach. Et plus on va travailler des situations, plus on va travailler des cheminements tactiques, plus ça va être bénéfique pour le gardien. Pourquoi? Parce qu'après, c'est lui qui joue et puis après, c'est son interprétation du jeu qui fait la différence. Mais plus on a d'options dans notre bibliothèque, plus on va pouvoir s'en servir, tout simplement. Ouais, pour revenir sur ce que tu Le disais. fait de changer, juste, excuse-moi, mais tu vois, ça me vient, le fait de changer de système en plein match, tu n'auras pas les mêmes angles de passe. Tu n'auras pas les mêmes angles de passe. Donc, il y a tout ça à changer. Peut-être que tu vas passer à 3, peut-être que tu restes à 4. Aujourd'hui, les coachs changent de système à la mi-temps, pendant le match, etc. Donc, il n'y a pas du tout les mêmes concepts de ressortie, pas les mêmes concepts de défense, pas les mêmes concepts d'organisation sur les phases de jeu, quoi. Et il y a C'est ce tout qui ça, fait il y aussi a ça qu'elle est au l'aspect, niveau. voilà, il y a l'aspect mental qui rentre en ligne de compte. Il y a l'aspect psychologique, nutritionnel, parce que moi, ce que je me suis aperçu, c'est qu'aujourd'hui, alors là, on est en collaboration avec une personne qui travaille à l'INSEP, qui travaille aujourd'hui, je crois, c'est pour Liverpool, qui est en élaboration de substituts de repas, tu vois, où tu as des oméga 3 ou de recharge à la mi-temps pendant le match pour que ce système cognitif de lecture soit linéaire et régulier pendant tout le match. Pourquoi? Parce que à force de lire, tu perds une énergie énorme. Et ça, c'est travaillé et c'est aussi mis en place à l'entraînement. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu à quel moment tu lis la situation. Est-ce que tu lis la situation au début de l'action ou est-ce que tu la lis à 5-6 secondes de la fin? Donc déjà, tu as deux gardiens encore différents. C'est vrai, est-ce que tu vas lire la situation, le début de l'histoire, ou tu vas lire simplement la fin de l'histoire? Donc comment tu composes tes entraînements? Comment tu composes tes spécifiques? Déjà, tu as deux situations différentes de composition de spécifiques. Est-ce que c'est en collaboration avec des joueurs? Est-ce que c'est libre? Est-ce que c'est circuit fermé? Bon, après, il y a énormément d'entraînement et après, je veux dire, c'est notre sensibilité chacun en tant qu'entraîneur des gardiens et ce qui fait le charme de notre métier, tout simplement. On ne va pas tous faire la même chose.
Et nos gardiens ne vont pas tous faire la même chose. On a tous des sensibilités différentes, et heureusement, j'ai envie de dire. Moi, tout ce que je suis en train de te dire, c'est ma sensibilité, c'est pas la vérité. C'est moi, c'est ce que je ressens, c'est ce qui m'anime et ce qui me passionne. Mais ce n'est que mon avis. Voilà, c'est pas la vérité. Parce que Oui, si j'avais la vérité, c'est ce qui te permet à toi d'avancer. bah ouais, non, mais c'est moi ce qui m'anime, tout simplement. C'est ma passion. Ben, du coup, pour revenir un peu sur ce que tu disais, que vous travaillez en coopération, quel est ton rôle? Peut-être est-ce que tu as des missions particulières dans le staff? Et durant les séances collectives, pareil, est-ce que tu as des missions particulières ou est-ce que tu t'occupes simplement de tes gardiens, de comment ça se passe avec eux pendant les séances? Alors, nous, on sait au préalable ce qu'on va faire. Donc, avec le coach, toujours le coach, moi, quand le coach parle, je m'efface. Je m'efface, pourquoi? Parce que c'est lui qui prépare la situation. Moi, je la connais. Je connais les références, je connais ce qu'ils recherchent. Donc moi, au spécifique, je prépare mes gardiens au spécifique à ce qui va se passer. Il y a un lien entre mon spécifique et ce qui va se passer après. Souvent, quand j'ai envie de faire autre chose, je prends les gardiens à part. Soit je les prends avant, soit je les prends tête à tête. Mais à partir du moment où il y a une notion d'incorporation après au groupe, ce qui se fait souvent chez nous, soit je les prends avant, soit je les prends après. Après, il y a la ligne conductrice de l'entraînement et le système dans lequel on va travailler et les référents visuels, psychologiques, ce qui s'y réfère. Les gardiens sont prévenus, sont préparés à ça. Après, moi, je prends un rôle d'observateur et c'est le coach qui mène l'exercice. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a ses idées. Moi, j'essaye à travers ce qu'il pense et des différentes discussions, d'amener 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 une discussion, mais après l'entraînement, avec le coach pour savoir si ce qu'il demandait était réalisé, ce que j'avais fait travailler au préalable au gardien correspondait à ce qu'il voulait. Et deuxièmement, il y a un retour vidéo après l'entraînement sur les phases, etc. Il y a vraiment un gros travail de vidéo, gros travail de conception des choses et de référents pour eux qui les aident à avoir un cadre. Et dans ce cadre-là, après, ils sont libres. Ils sont libres d'utiliser ce qu'ils veulent. Donc, comme ils ont des options, après, c'est eux qui vont décider. Ils ne sont pas robotisés. Le fait d'avoir une bibliothèque d'options va leur permettre de pouvoir s'adapter à la situation, s'adapter à l'adversaire contre lequel on va jouer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y a un effet de surprise pour l'adversaire. Et après, le fait que les adversaires nous regardent et s'attachent à que nous faisons, après, il y a une stratégie, comme aux échecs, de déstabiliser l'adversaire. Donc c'est ça moi qui me passionne. Pourquoi? Parce que à chaque match, il y a une stratégie. Donc après, il y a plein de stratégies, comme tu disais, comme au football américain, c'est que tu as des références de jeu, puis après les références de jeu, c'est toi qui vas les commander sur le terrain, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu vois. Ce qui est important aussi, comme on parlait de vision, de cognitif, c'est de savoir aussi, et ça c'est un aspect de mon métier qui m'intéresse énormément, c'est de savoir, par exemple, l'équipe adverse, de quel côté elle vient te presser, à droite ou à gauche. Est-ce que mon gardien a analysé ça? Est-ce qu'il est dans la capacité d'analyser ça rapidement? Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une intelligence tactique qui se met en route, en collaboration et qu'on travaille. Ça veut dire que maintenant, les jeunes chez nous, quand ils arrivent, ils doivent savoir si on est pressé à 2, à 3, ou si on n'est pas pressé, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les systèmes de jeu si on n'est pas pressé? Est-ce que ma position est la même que si je suis pressé? Est-ce que je viens dans l'intervalle? Est-ce que j'ai l'utilisation de pouvoir rentrer dans le jeu, etc. Donc, il y a plein de développements tactiques qui se mettent en ligne de compte. Donc là, on parle que d'une situation, on va dire, possession de ballon. Mais il y a plein d'autres tactiques qui se mettent sur une défense, sur la perte de balle, peu importe, enfin, à quelle hauteur on perd le ballon, quelles sont les références du coach, est-ce qu'on se replace, est-ce qu'il y a du 1 contre 1, est-ce que le milieu revient fermé à la place du défenseur central, voilà, est-ce que moi je gère cette zone, toi tu gères cette zone, et vraiment une complémentarité là-dedans qui me passionne énormément.
Voilà. De les obliger du coup à s'adapter à tout ce qui se passe et c'est ce qui en fait des gardiens plus complets aussi au final. Bah après, on revient, j'entends souvent, faut pas robotiser les gardiens. Mais bien évidemment qu'il ne faut pas les robotiser. Ça veut dire que c'est eux qui jouent, et c'est comme ce que je leur dis, c'est le fait d'avoir une bibliothèque d'options, de développer tout ça, va leur permettre d'avoir plus de réponses euh, aux situations qui arrivent. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue psychologique, et le fait de les travailler au préalable et pratiquement tous les jours, ça va leur donner d'autres références de gardiens et de, on va dire, d'espace de confiance. Pourquoi? Parce que les jeunes, ce qui est important chez nous, c'est qu'ils savent jouer partout sur le terrain. Des fois, nous, on a des gardiens qui jouent latéral droit, latéral gauche. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va se retrouver latéral droit, latéral gauche sur des ressorties. Et le fait de les faire travailler comme ça leur donne de l'aisance, ça leur donne une responsabilité qui est autre que dans leur but. Mais c'est un moyen de pouvoir les faire travailler différemment dans un espace où, à un moment donné, grâce à notre situation de jeu et à notre pensée de l'entraîneur, ils vont se retrouver là. Donc, de rester calme, d'avoir une sensibilité de confiance par rapport à tout ça. Et ça, moi, je trouve que c'est génial. Pourquoi? Parce que ça les développe énormément. Et c'est pour ça que, après, ça reste du développement tactique chez le gardien, de la connaissance du jeu, de la capacité à pouvoir jouer, mais toujours dans l'humilité, c'est ce que je leur dis. Aujourd'hui, on n'est pas des numéros 10, on ne sera jamais des numéros 10. C'est un poste qui a des responsabilités, on vous emploie dans des options qui sont maintenant hyper difficiles. Pour moi, le poste du gardien de but, c'est celui qui a le plus évolué à travers les décennies, parce que ça leur demande des options extraordinaires. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un gardien de but, et on a tous vécu, c'est qu'à un moment donné, il a besoin de confiance. Et la confiance, où il la trouve? Il la trouve à l'endroit où il s'entraîne ou il la trouve à l'endroit où il a ses repères. Aujourd'hui, Ederson a ses repères à l'extérieur du but. Pourquoi? Parce que on va pas refaire l'histoire, on en a déjà discuté, mais dans son système d'apprentissage, il est à l'aise. Il est à l'aise, il n'y a pas de contre-indication à pouvoir jouer ici. Pourquoi? Parce qu'il le vit, il est sensible et c'est ses références. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir où sont les références de vos gardiens, comment ils ont été formés et quelles sont leurs qualités. Est-ce que lui peut jouer dans ce système-là? Ben, peut-être pas. Avec du temps, oui. On a vu avec Steve Mandanda, qui au départ jouait pas et à la fin jouait. Donc on s'est aperçu que on n'était pas plus bête que les autres. Donc à la fin, il savait jouer. Il savait même. Après, c'est que mon avis personnel, mais il savait même mieux jouer que Paul Lopez. Ça n'engage que moi. Et donc on s'aperçoit qu'ils savent faire et qu'à un moment donné, il faut du temps. Le problème, c'est que dans le milieu professionnel et au très haut niveau, il n'y a pas de temps. Donc voilà, il y a cette sensibilité-là qu'il faut avoir, que moi j'ai et qui me passionne tout simplement. Mais pour revenir sur ce que tu as dit, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant sur le fait qu'ils puissent s'entraîner à d'autres postes. Alors, ça permet, comme tu dis, de s'adapter à une situation où ils pourraient se retrouver là, mais peut-être aussi de comprendre comment on va réfléchir, je dis n'importe quoi, par exemple, son latéral droit sur une situation et de s'adapter, lui, sa position par rapport à ça aussi. Mais c'est pas n'importe quoi. Ce que tu dis, c'est très juste. Euh, Parfois, je les utilise et même souvent à frapper, avoir la capacité à ressentir ce que l'attaquant peut ressentir quand ils arrivent. Et il y a vraiment un échange qui se fait entre nous. Pourquoi? Parce que ceux qui sont frappeurs disent, voilà, toi, tu m'as ouvert cet espace-là. Il y a vraiment un sujet de dialogue, à discussion, et la capacité aussi, on en discutait tout à l'heure, sur une possession de jeu, de voir comment, et c'est là pour moi les vraies références cognitives, c'est d'être capable de voir la motricité de ton joueur. C'est-à-dire mon latéral, comment est-il positionné? Est-ce qu'il est prêt à recevoir le ballon? Est-ce que je dois lui mettre le ballon dans la course? Il n'y a pas de défenseur. Est-ce que mon milieu est dos au jeu et qu'il y a quelqu'un derrière qui arrive, il doit me la remettre et je dois prendre l'information pour pouvoir la relancer? Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc moi, je leur fais vivre toutes ces situations-là pour qu'à un moment donné, ils soient à la place de celui qui reçoit le ballon. Et ça, c'est très intéressant parce que
il y a parfois la qualité de la passe. La qualité de la passe, elle est importante, la vitesse de la passe. Et quand tu es joueur et quand tu es dans une activité de développement, on va dire, d'utilisation de ressorties avec les gardiens, alors moi je le fais souvent avec les jeunes du centre et parfois on se retrouve à 8-9 gardiens sur une séance, mais qui est simplement dédié à ça, sur de la conservation de ballon, sur des jeux à thème, etc. Et souvent les réflexions, ils sont là. C'est que bah, moi aujourd'hui, je suis allé le presser là. Ah ouais, bah, tu m'as pressé, ça m'a posé un problème. Moi aujourd'hui, j'ai utilisé cet espace-là, tu vois. Tu pouvais me la mettre et il n'y avait personne, je pouvais prendre le ballon et venir percuter l'axe. Et donc, ta question est très intéressante. C'est la capacité à développer le jeu, mais pas simplement en tant que gardien, en étant acteur du jeu, dans la sensibilité tactique. Et là, on développe les capacités psychologiques du gardien de but dans le jeu, dans le réel jeu. Et moi, c'est ce qui m'intéresse parce que pour moi, le cognitif, c'est ça. Le cognitif, c'est la capacité à anticiper le jeu, que ce soit d'un point de vue possession, transition et défense du but ou d'un espace. Les repères visuels, pour moi, sont importants. Et chaque match moi, j'ai une bibliothèque d'actions, euh, une grosse bibliothèque d'actions qui reviennent énormément dans les matchs. Et donc, moi, je m'en sers de référent pour ma méthodologie. Savoir D'accord. repérer Ouais, ces non, mais situations d'un point de vue circuit préférentiel de l'équipe adverse et individuel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Pourquoi? Parce que là, c'est les vrais référents cognitifs. Alors moi, sur une élaboration d'entraînement, j'ai acheté, tu vois, des bracelets de couleur que je mets ok. au poignet et aux chevilles. Alors c'est quelque chose que tu peux faire en milieu amateur et avec l'autorisation du coach, bien évidemment. Sur des séances de frappe, je leur demande de lire la motricité de l'attaquant. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle frappe il utilise, le plat du pied, le coup du pied, euh, quelle est la position où il est, est-ce que le geste de sa position selon la distance est adapté à la situation. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils vont avoir un regard visuel sur la motricité de l'attaquant, sur le temps de frappe. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est la qualité du scanning de ton gardien. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire que des fois, il y a des gardiens qui sont en décalage de scanning. C'est-à-dire qu'au moment où ils prennent l'information, il est trop tard. Et donc, il y a vraiment un travail de prise d'information au niveau du scanning qui est intéressant dans des situations, on va dire, d'entraînement et de match. Donc, parfois, on a le temps de prendre l'information, parfois, on n'a pas le temps. Et on revient toujours au système de temps et de distance. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, nous, on travaille beaucoup là-dessus, sur ces références de jeu, sur cette position, on va dire, d'influence aussi, d'une position par rapport par exemple, à un coup franc rentrant, sortant, etc. Donc, on a des positions différentes qui nous permettent de pouvoir anticiper des stratégies et d'avoir un rapport de force. On en parlait tout à l'heure sur la taille, où quand le gardien fait 2 mètres, il a une présence athlétique qui est vraiment très intéressante sur un centre entrant. Donc là, il y a, voilà, en plus, s'il fait 2 mètres, qu'il lit bien le jeu, bon, bah, c'est tout bingo. Mais le problème, c'est que, voilà, il y a des petits qui le font très bien. Des petits, attention, c'est pas péjoratif, mais Ouais. voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est la lecture du jeu et la capacité à prendre ses référents lors d'un match. Donc ça se travaille énormément l'entraînement. Ouais, bah, c'est non, parce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est, je pense, ce qui va permettre à chaque gardien d'évoluer et de progresser le plus possible. Et c'est ce qui fait aussi la différence entre le haut niveau et pas le monde amateur, mais en tout cas entre le niveau un peu plus en dessous que le très haut niveau. Pour enchaîner un petit peu, toi qui as été du coup entraîneur des gardiens en club et en sélection nationale, quelle est la différence dans ton travail entre ce qui se passe en sélection, en sachant que tu as beaucoup moins les gardiens, c'est beaucoup plus de l'observation, je pense, que de l'entraînement au final, parce que tu passes plus de temps à regarder ce qu'ils font que à les avoir. Quelle est la grosse différence entre les deux? Bah alors c'est complètement différent. Euh, Après, moi, j'avais un rôle qui était différent
à la Fédération algérienne de foot. Pourquoi? Parce que j'avais un gardien de but qui était en club mais qui ne jouait jamais. D'accord. Euh, donc là, je vais venir sur ce cas. Pour moi, j'avais un rôle de club en sélection. C'est-à-dire que moi, j'étais tout le temps avec lui. Et ce que je faisais, c'est que j'allais le voir s'entraîner dans les clubs où il était. Et l'après-midi, j'allais le prendre avec le centre de formation pour développer dans les systèmes, dans le jeu, etc. Déjà à l'époque, le fait de ne pas jouer en match le pénalisait sur sa capacité à pouvoir échanger avec les joueurs, même s'il faisait des matchs entre guillemets amicaux ou des matchs réduits. Mais ça faussait un petit peu son utilisation dans le collectif. Donc, on avait aussi des entraînements particuliers avec des retours vidéo, etc. Je répète, sur les zones tactiques à gérer, sur l'intelligence de jeu, quand je dois sortir, la position que j'ai, etc. Et donc, c'était un travail de longue haleine. Pourquoi? Parce que c'était un garçon qui jouait très peu, qui jouait qu'en équipe nationale. Et ce qui est important, c'est de se dire que par rapport à tout ça, il y a l'échéance qui est la compétition. Et nous, on avait des compétitions, que ce soit la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, qui étaient en préparation. Donc moi, je le ramenais aussi parfois en France et on allait s'entraîner dans des clubs de la région rouennaise où on l'utilisait dans le collectif. Et donc ça, c'était en collaboration avec les clubs, en collaboration avec la fédération, en collaboration avec le président de la fédération. Et moi, je donnais un rapport à chaque fois au coach et à ce que je faisais à l'ensemble de la fédération. Pourquoi? Pour leur dire qu'il était en manque de sensibilité collective et qu'il fallait absolument le faire jouer, peut-être dans des matchs, on va dire, d'opposition, dans des clubs de DH. Enfin, on a fait des trucs complètement démentiels, quoi. Mais toujours dans l'objectif de lui développer cet aspect tactique, sensibilité, etc. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas jouer va nous retirer des référents de compétition et de jeu, de lecture de jeu, etc. Donc ça pose un problème sur le long terme. Donc on avait réussi à mettre en place un planning, une méthodologie de développement qui a bien marché. Donc ça, moi, sur ce poste-là, j'étais un peu entraîneur de club au sein de la fédération. Après, concernant les autres gardiens, c'est deux rôles qui sont complètement différents. En club, c'est au quotidien. C'est-à-dire que c'est du travail au jour le jour, avec une anticipation de tout ce qu'on a discuté avant. Donc on les voit tous les jours, on connaît un petit peu comment ça se passe, la famille, etc. S'ils sont bien dormis, pas bien dormis, les échéances sont régulières. Après, en sélection, tu as un bloc de travail de 6 à 10 jours, tu vois, en préparation de matchs internationaux. Et après, pour la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, la Coupe d'Afrique, bah, c'est un peu plus long. Donc, c'est deux philosophies complètement différentes. En fédération, on a le suivi de club, donc on est en collaboration avec les entraîneurs des gardiens, l'entraîneur des gardiens, préparateur physique, etc. Après, ce qu'il faut aller voir, c'est les voir en match, les voir à l'entraînement, euh, regarder un petit peu comment il fonctionne dans son club. Et je reviens toujours à la même chose, c'est l'idée de jeu de son entraîneur. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de pouvoir sensibiliser ton coach de l'équipe nationale à savoir s'il a le même projet de jeu que toi. Si par exemple j'ai un gardien en sélection qui joue comme Manchester City et que nous on est bloc bas et on défend et qu'il n'y a eu aucune possibilité de pouvoir relancer avec des options à Manchester City, il va falloir que ça tu le prends en ligne de compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas l'avoir à la réunion au premier entraînement, il va falloir que tu développes des exercices pour que tu lui fasses bien comprendre que le coach ne veut pas ça. Alors dans ce sens-là, c'est un peu plus facile. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir moins d'options, plus d'options dans son club et moins d'options en sélection, c'est un peu plus facile. Le contraire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que si en club, tu es réduit avec des options qui sont moindres, le faire développer en sélection, c'est un peu plus compliqué.
Donc après, il y a l'intelligence aussi du coach numéro 1 de sélection qui sait à peu près comment il va jouer. Et il prend en adéquation tout ça pour la sélection d'un gardien de but aussi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des critères qui sont de développement et surtout de savoir qui je vais prendre pour pouvoir. On revient toujours à la même chose, c'est l'idée de jeu. Donc pour pouvoir répondre au plus près de ce que le coach demande. Aujourd'hui, le poste a tellement évolué qu'on est pareil, entre guillemets, qu'un joueur de champ. C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que Klaus est capable de jouer dans un 4-4-2 ou dans un 3-5-2? Ça lui a valu sa place en Coupe du Monde, hein. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, on est arrivé à penser comme ça au niveau des gardiens. Donc ça veut dire que plus on va développer des joueurs dès le départ et des gardiens dès qu'ils sont jeunes, dans le système d'apprentissage, avoir la capacité de pouvoir les développer de manière à pouvoir jouer dans n'importe quel style de jeu. Donc pour moi, ça, c'est un développement qui est très important pour l'avenir de nos gardiens. Et je reviens sur ce que je disais en préambule, c'est Pascal Olmeta à l'époque. Moi, j'aimerais savoir pourquoi il jouait comme ça, d'où il a pris ça. Et j'aimerais savoir pourquoi Bernard Lama, il fonctionnait comme ça. J'aimerais savoir aussi pourquoi Fabien Barthez, il avait cette capacité à pouvoir faire des choses dans sa spécificité. Parce qu'en vérité, l'important, c'est de savoir comment eux, ils ont vécu le football, comment ils ont appris les choses et comment ils se sont développés. Parce que c'est eux les référents et ce que je disais, les héritiers du passé qui vont nous permettre de comprendre les choses. Tu me parles de cognitif, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pyramide inversée, il y a des gens qui se sont intéressés au cognitif, mais bien avant que ça vienne aujourd'hui au goût du jour. Quand on entend Arsène Wenger parler, mais Arsène Wenger, il avait déjà utilisé les data, la prise d'information et de vision. Et il en parle extrêmement bien. Donc tous ces gens-là ont été les acteurs prioritaires et de leur référence par rapport à tout ça. Maintenant, c'est comment se servir de tout ça, de récupérer toutes ces idées et d'ensemble de pouvoir faire progresser les choses. C'est ça qui est le plus important. Parce que c'est pas de savoir si lui était meilleur que lui, mais c'est de savoir pourquoi lui, il avait ces sensibilités-là, quelle était son histoire et comment s'en est devenu une force extraordinaire. Est-ce que c'était inné? Moi, j'y crois pas trop, parce qu'on est toujours l'historique de ce qu'on est. Est-ce qu'il y a des gens qui ont appris des choses comme ça? Et après, nous, on a plein de, voilà, j'ai plein de questions ouvertes. C'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait passionner, ce qui me passionne. Après, rencontrer les gens, les interroger et se servir de ça pour pouvoir faire évoluer les choses, je trouve ça extraordinaire. Parce que personne n'a la vérité et l'idée, c'est que l'athlète soit sensibilisé à ce qu'il sait faire. Moi, j'ai jamais vu un gardien qui savait tout faire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comme un joueur. Donc, à partir de ce moment-là, on a tous des sensibilités qui sont différentes. Mais l'important, c'est comment on se sert de tout ça pour faire progresser nos gardiens. Et Oui, nous, bah, en tant qu'entraîneur des gardiens. Et nous, en tant qu'entraîneur des gardiens, parce que nous, on est la source d'inspiration de nos gardiens quand même. Et moi, aujourd'hui, je suis la source d'inspiration de mon coach principal, qui, qui m'apprend énormément, qui s'appelle Stéphane Gilly, et qui m'apprend énormément, comme les autres coachs avec qui j'ai eu la chance de travailler m'ont appris d'autres choses. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, et c'est l'histoire du football, c'est l'histoire de la progressivité, tout simplement. ouais, c'est ce qui va permettre en fait à chacun va avancer en prenant un peu de tout le monde et c'est ce qui va nous, on va dire, nous forger et nous permettre de progresser. Même nous, de nos gardiens, on va apprendre. Les gardiens, oui, c'est sûr qu'ils vont eux se servir de nous comme modèle, mais nous, on va réussir à prendre aussi d'eux, ce qui va nous permettre d'avancer et d'être meilleurs avec on va dire, les générations, les gardiens qui vont arriver derrière aussi. Exactement, c'est exactement ça. Ben, écoute, en tout cas, moi, j'ai plus spécialement de questions à te poser. Je te remercie du temps que tu nous as accordé. C'était vraiment intéressant, ce temps d'échange. Toi, tu as quelque chose que tu voudrais rajouter avant de finir ou...
Rien de particulier? Écoute, je pense que j'en ai pas mal dit. Je pense que j'ai pris énormément de plaisir à pouvoir discuter avec toi. Et puis, écoute, l'important, c'est d'apporter de la bienveillance à nos gardiens et surtout de les accompagner. Ce qui est important aussi, c'est de se nourrir de, de toutes les diversités qu'on peut avoir et surtout voilà, de rester dans l'humilité parce que c'est un poste qui demande beaucoup d'humilité et, et qui est très important de considérer. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des entraîneurs qui ne considèrent pas ce poste-là. Donc, un gardien de but, c'est pas un ordinateur, c'est pas un robot, c'est quelqu'un qui a des sensibilités. L'entraîneur des gardiens a des sensibilités. Si j'ai une chose à rajouter, c'est que à travers le mémoire que j'ai pu faire, il y a quelque chose qui m'a marqué. Et c'était la première réflexion que j'ai eue sur la présentation de mon mémoire. C'est au départ, je propose un système qui est un 4-4-2, et après, je mets un 1-4-4-2. Et donc, déjà, il y a deux choses qui sont différentes. C'est je prends en considération le gardien sur la deuxième partie, mais la première partie, je ne prends pas en considération le gardien. Ça, c'est quelque chose d'important parce que si tu ne prends pas en considération le gardien, et j'ai déjà vu des entraîneurs oublier le gardien sur la composition, euh, on introduit le gardien dans un système. Alors avec plus ou moins d'options, ça c'est clair, mais c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'équipe et il fait partie de la, du système. À partir du moment où il n'apparaît pas dans le système, il ne fait pas partie du système. Et l'entraîneur des gardiens ne fait pas partie du système. Donc il y a tout le système de communication qui se coupe. Ça veut dire que l'entraîneur des gardiens n'est pas considéré comme adjoint, comme tu as pu le dire au départ. Il est simplement considéré comme quelqu'un qui est à part avec son gardien. Et donc on s'est aperçu qu'à travers tout ce qu'on a dit sur la visio, que ce n'était pas le cas. Ça ne sera plus le cas. Et puis plus les années vont avancer, et moins ce sera le cas. Et à un moment donné, ça sera une évidence. Le problème, c'est que d'un point de vue psychologique, c'est très compliqué. On a aussi vu des entraîneurs de gardiens donner des consignes le jour du match sur une position qui n'était pas en adéquation avec son utilisation la semaine. Donc ça, c'est rajouter un problème avant le match alors qu'on n'a pas besoin de se rajouter de problème. Ça, c'est quelque chose d'important à souligner. Et qu'aujourd'hui, l'importance de la parole de l'entraîneur des gardiens en collaboration avec l'entraîneur est importante. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit sensibilisé à notre poste. Au même titre que nous, on soit sensibilisé à son idée tactique de développement du football. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire et une vraie coopération à avoir. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans le football, c'est toutes les options supplémentaires qu'on peut avoir avec des gens qui sont hors du football qui viennent nous aider, moi qui m'aide énormément, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue visuel, d'un point de vue élaboration d'entraînement, qui vont nous permettre, avec un regard neutre, d'utiliser la science qui va confirmer ce que nous, on pense en tant qu'entraîneur. Donc, ce qui est intéressant, c'est utiliser la science pour nous, entraîneurs. Pourquoi? Parce que nous, et les entraîneurs principaux, ils ont une expérience. Et cette expérience-là doit être valorisée au même titre qu'un scientifique valorise ses recherches. Donc, ce qui est important, c'est que le scientifique va valoriser des choses que nous, on ressent et va les matérialiser et vice-versa. Et nous, on va leur donner, et les entraîneurs principaux vont leur donner leur sensibilité d'expérience terrain qui vont permettre d'avoir une collaboration. Le seul problème, c'est qu'il y a des entraîneurs qui se prennent pour des scientifiques et des scientifiques pour les entraîneurs. Donc voilà, donc c'est toujours un problème d'ego, un problème de moi c'est meilleur que moi, je suis plus fort que ça. Et donc résultat des courses, c'est qu'on n'avance pas. Alors il y a des gens qui sont très intelligents, qui ont compris que la collaboration était primordiale. Donc si tout le monde reste à sa place, on va vraiment faire évoluer le poste. Il y a des choses qui sont très intéressantes, notamment à la fédération, où ils ont développé sport innovation avec des thèmes de masterclass qui sont très intéressants. Donc là, on est vraiment sur une collaboration qui est vraiment très positive pour nous
et qui va nous aider à pouvoir découvrir toutes ces options qu'on a pu parler durant cette discussion. Et c'est quelque chose de passionnant et on est aux prémices de l'utilisation du gardien de but dans le collectif. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre en relation les entraînements avec les idées du coach pour qu'il y ait un fil conducteur. Je finirai là-dessus. Je vois trop souvent dans des articles une collaboration avec le coach. Par contre, quand on regarde et qu'on regarde l'exercice, alors les paroles sont belles, mais l'exercice qui apparaît en dessous, il n'y a pas de gardien. Donc, je ne vois pas où est la cohérence, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est important. D'en parler, c'est bien, mais surtout de faire évoluer les choses. C'est-à-dire que on n'avait pas la capacité à pouvoir discuter comme on peut discuter maintenant avec le coach. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire passer des messages hyper importants. Et lui, le coach, il a des messages hyper importants à nous faire passer. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, à partir du moment où on a cette capacité à pouvoir dialoguer, on a cette capacité à pouvoir développer ça stratégiquement, il y a une incidence aussi entre comment les joueurs voient les gardiens. C'est-à-dire qu'on a trop souvent entendu sur une conservation ou sur un jeu dire ah ouais mais non, les gardiens, moi j'avais un gardien, j'ai perdu. Mais la question qu'il faut leur poser, c'est que le jour du match, tu l'utilises ton gardien ou pas? Ah bah oui, je vais l'utiliser. Donc est-ce qu'il a le droit à l'erreur comme toi tu as le droit à l'erreur lors d'un jeu? Bah oui. Donc ça veut dire qu'on se fait poser les bonnes questions et dans le système d'entraînement, il est plus accepté maintenant qu'il n'était accepté avant. Et là, on reparle de la sensibilité à ce qu'on voit aujourd'hui les nouveaux gardiens, entre guillemets, parce que moi je te dis, Pascal Olmeta, j'aurais bien voulu le voir à notre époque, Van der Sar pareil, etc., à pouvoir jouer au football. Donc, c'est des légendes qui se sont constituées à travers l'histoire du football, mais c'est normal parce que dès le départ, c'est ce poste-là qui veut ça. Et un gardien de but restera toujours un gardien de but. Sa fonction primaire, c'est de défendre un but. Voilà. Et donc, avec ces options-là, il y a plein de choses qui sont intéressantes, et notamment dans les systèmes de communication. Et j'en arrêterai là parce que j'ai pris énormément de plaisir. Je te remercie de m'avoir donné la parole. Et puis le mot humilité, je pense que c'est le mot qui convient très bien au poste qu'on utilise. Et nous, en tant qu'entraîneurs, notre poste de passion et que c'est une remise en question chaque minute, chaque seconde par rapport à ce qu'on fait. Écoute, moi, c'est moi qui te remercie pour ce moment d'échange, tout ce qu'on a pu apprendre aussi. Je te souhaite une bonne continuation, bon match tout à l'heure, du coup. Ben, merci à toi. Et puis, je te dis à bientôt.